avant de faire les 10 commandements, j'ai voulu refaire des rappels et puis surtout pour les plus jeunes qui connaissent moins bien, et puis une sorte de rappel un peu génétique, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années au plan génétique dans le déficit immunitaire, et puis on arrive maintenant à beaucoup mieux classer cette maladie qui était extrêmement hétérogène, et on va comprendre que l'hétérogénéité, elle était en grande partie liée à l'hétérogénéité clinique. Alors on commence par des choses faciles que tout le monde connaît. Donc les déficits communs variables, c'est une maladie qu'on voit plutôt chez l'adulte, mais qu'on peut voir à partir de l'âge de 2 ou 4 ans selon les années et les sociétés savantes, qui est caractérisée par un défaut de production d'anticorps, qui est une diminution des IgG associée à un défaut complet d'IgA ou une diminution des IgA, ou à un défaut complet ou une diminution des IgM. Une prévalence qui est estimée à un individu sur 30 000, pas très bien connue, pas de prédominance de sexe ratio, un diagnostic au jeune âge adulte, essentiellement chez des caucasiens, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est exceptionnelle chez les Noirs africains et exceptionnelle en Asie. On sait depuis toujours qu'il y a des formes familiales, c'est-à-dire qu'il y a des familles, quand on dépiste un déficit immunitaire commun variable et qu'on regarde dans les apparentés au premier degré, les parents, les frères et sœurs ou les enfants, on trouve un défaut de production d'anticorps qui est soit le même, un DICV, soit un défaut de sous-classe, soit un défaut complet d'IgA, soit une hypo-IgM, enfin un autre défaut chez à peu près 20% des apparentés au premier degré. Et quand il y a une transmission qui est identifiée, elle est autosomique dominante. Alors je rappelle pour les internistes que quand on a trouvé une hypogammaglobulinémie, il faut absolument se débarrasser d'une possibilité d'une hypogammaglobulinémie secondaire, parce que ce n'est pas la même maladie, même s'il y a des phénotypes cliniques qui sont identiques, notamment hémopathie lymphoïde et myélome non sécrétant, leucémie lymphoïde chronique, toutes ces maladies qui évoluent lentement dans l'hématologie et qui arrivent à un défaut de production d'anticorps. Deuxièmement, les défauts les excès de perte par le rein, par le syndrome néphrotique ou par les entéropathies exudatives. C'est pour ça qu'avant de faire un dosage d'immunoglobuline, l'électrophorèse des protides est un examen complémentaire majeur pour exploiter ces malades. Il y a les fausses hypogamma qui sont liées à des cryoglobulines, dont on ne parlera pas, et puis les médicaments, j'ai mis un point d'interrogation parce que on se demande maintenant si les patients qui développent une hypogammaglobulinémie, quand ils reçoivent des immunosuppresseurs, n'ont pas eux aussi une susceptibilité anormale à ces immunosuppresseurs, et si ce n'est pas aussi une forme de déficit immunitaire. Alors on sait qu'il y a une grande diversité des présentations à l'intérieur d'une même famille, où on peut trouver, je vous l'ai dit, un déficit immunitaire commun variable, mais aussi un défaut complet d'IgA, un défaut de sous-classe, etc. Mais aussi chez un même patient, où on peut progresser d'un défaut complet d'IgA à un défaut d'IgA et de sous-classe, et puis finalement un DICV où il y aura une diminution de toutes les immunoglobulines. Attention, le déficit immunitaire commun variable, ça n'est pas un syndrome de Good. Ici, vous voyez sur ce scanner du thorax une grosse masse rétrosternale dont on voit l'ablation chirurgicale à droite, qui est donc un thymome. On voit un petit morceau de thymus normal à droite et puis à gauche cette grosse masse. Le syndrome de Good, c'est une hypogammaglobulinémie rare qui a des caractéristiques cliniques qui sont tout à fait différentes de celles qu'on voit dans le DICV. D'abord, il s'agit d'adultes qui sont beaucoup plus âgés, autour de 60 ans. Il y a toujours un thymome au moment du diagnostic, un peu avant ou parfois un peu après, une hypogammaglobulinémie. Et cette hypogammaglobulinémie n'est pas corrigée par la thymectomie. Il faut enlever le thymus, parce que parfois c'est des thymomes malins, donc c'est indispensable de l'enlever. Et puis l'autre particularité de ces patients, c'est que c'est des patients qui ont un déficit de l'immunité cellulaire associé qui est très important, avec parfois des infections opportunistes. Donc c'est plus sévère que certains déficits immunitaires communs variables. En plus, les patients sont plus âgés, donc le pronostic est plus réservé. Ils ont une particularité, ces patients, c'est qu'ils n'ont pas de lymphocytes B circulant. Et puis, ils ont des caractéristiques biologiques aussi qu'on peut rencontrer, qui sont l'érythroblastopénie, donc une anémie sans réticulocytes et l'absence de progéniteur dans la moelle, et puis des neutropénies, ces deux derniers probablement par des mécanismes auto-immuns pas très bien compris. Il y a un traitement tout à fait spécifique, avec des immunoglobulines polyvalentes pour éviter qu'il y ait un déficit B sévère, de la cyclosporine qui marche très bien sur les érythroblastopénies auto-immunes ou la neutropénie, et puis un traitement curatif des infections opportunistes. Donc vous le voyez, si on regarde un peu, c'est une cinquantaine de patients qui avaient été rapportés en 2001. Il y a effectivement beaucoup d'infections bronchopulmonaires, mais il y a beaucoup d'infections à candida pour une hypogammaglobulinémie, des infections invasives avec des septicémies, des infections ACMV, et puis de la diarrhée, de l'HSV, du VZV, de la pneumocystose, etc. Donc c'est une maladie un peu différente. Si on regarde ce tableau qui permet de regarder un peu les grands axes pathologiques, quand on a un patient qui arrive avec une hypogammaglobulinémie, ou en tout cas qu'on vient de la découvrir parce qu'il avait telle ou telle infection, en fait on se rend compte qu'on peut rentrer dans le déficit immunitaire commun variable par tout ce spectre de maladies.
La plupart des patients, plus de 90% des patients, vont développer au cours de leur vie des infections, et principalement des infections bactériennes, on va le voir. Il y a aussi des infections inhabituelles ou opportunistes. Mais il y a aussi beaucoup de patients qui présentent de la lymphoprolifération et du granulome. Il y a à peu près un tiers des patients qui vont avoir une entéropathie, on en parlera un peu plus tard. De l'auto-immunité dans un tiers des cas, avec principalement de l'auto-immunité hématologique, mais également de l'auto-immunité d'organes, du vitiligo, etc. Et puis, jusqu'à maintenant, on ne savait pas très bien placer l'inflammation. Est-ce qu'il y avait des maladies inflammatoires qui étaient associées? Et les anomalies développementales, vous allez voir qu'on en trouve un peu dans ces maladies-là. Ça, c'est la cohorte qu'on coordonne à Paris, qui rassemble 47 centres en France et qui s'est, sur les 10 dernières années, intéressé à essayer de recenser ces patients. Vous le voyez, cette cohorte, elle comprend essentiellement des patients qui ont un déficit immunitaire commun variable, mais aussi des syndromes de Good, des déficiences sous-classe d'immunoglobuline, des IgA, et puis des patients qui avaient des déficits de l'immunité humorale qui avaient été diagnostiqués pendant l'enfance ou diagnostiqués un peu à l'âge adulte. On verra qu'on peut diagnostiquer des déficits qu'on voit habituellement chez l'enfant plus tardivement. Une des choses importantes, et on va y revenir pour les caractéristiques au Maghreb, c'est que l'âge au premier symptôme, il est d'environ 18 ans, avec un range qui est très large, entre 0 et 70 ans. Mais l'âge au diagnostic, il est une dizaine ou une quinzaine d'années plus tard, autour de 33 ans. C'est probablement un peu moins vrai maintenant en France. C'est-à-dire qu'on a l'impression que d'avoir fait beaucoup d'enseignements sur le déficit immunitaire, ça permettait de diminuer l'âge au diagnostic. C'est-à-dire que les cliniciens qui ne connaissaient pas très bien toujours cette maladie font plus rapidement les examens complémentaires pour faire le diagnostic. Et une des phrases importantes, c'est de voir que chez ces 130 patients diagnostiqués après l'âge de 15 ans, il y en avait un tiers qui avait des symptômes depuis l'enfance, donc depuis 5, 6, 10 ans. Prévalence des symptômes, alors ça c'est un tableau que je trouve intéressant parce que en fait j'ai mis sur cette plaque toutes les grandes cohortes qui ont été décrites dans les 15 dernières années. La plus ancienne, c'est même 20 dernières années, Hermaszewski, c'est un Anglais qui avait rapporté presque 250 patients. C'est pour regarder un peu la prédominance de certaines atteintes et pour voir surtout que selon les pays, en fait on a à peu près les mêmes caractéristiques. Il y a toujours des manifestations respiratoires en très grande quantité, plus de 90% des patients, des manifestations digestives entre 20 et 45% selon la façon dont on pose les questions aux patients, à peu près entre 12 et 20% de maladies du foie, à peu près 40% de splénomégalie, de l'auto-immunité chez à peu près un tiers des patients, de la granulomatose entre 5 et 15% des patients quand elle est authentifiée, et un surrisque de lymphome. On va voir qu'il y a certaines maladies génétiques qui donnent plus de lymphome que d'autres. Si on regarde ici l'histoire naturelle de la cohorte DEFI, alors vous voyez en blanc, c'est l'âge auquel on fait le diagnostic d'un défi du déficit immunitaire. Donc vous le voyez vers l'âge de 35 ans, avec des extrêmes assez importants. Qu'est-ce qu'on peut diagnostiquer avant et donc qu'est-ce qui peut emmener vers le diagnostic de déficit immunitaire comme invariable? Eh bien malheureusement, premièrement des bronchectasies, donc déjà une complication grave du poumon. Deuxièmement, des cytopénies auto-immunes. Troisièmement, de l'entéropathie. Donc quand vous voyez un patient, on va le voir, qui a une anémie hémolytique auto-immune, un PTI, un syndrome d'Evans associé à une entéropathie ou pas associé, il faut penser à faire une électrophorèse des protides pour essayer de dépister un déficit immunitaire comme invariable. Vous allez lui rendre service parce que vous allez mettre des immunosuppresseurs secondairement et il a un gros risque infectieux. Donc il faut que vous fassiez ce diagnostic. Secondaire, ce qu'on diagnostique à peu près en même temps que le déficit comme invariable, ben c'est l'hyperplasie lymphoïde. En fait, c'est des malades qu'on examine un peu plus que les autres et on se rend compte qu'ils ont effectivement des gros ganglions, une grosse rate, etc. Et puis du granulome un peu plus tardivement. Pourquoi? Parce qu'on fait souvent d'abord une surveillance avant de faire les premières biopsies et à ce moment-là on diagnostique de l'hyperplasie folliculaire ou du granulome. Maladie du foie, c'est un peu plus tardif chez ces patients-là, après l'âge de 40 ans, et lymphome, c'est une complication tardive du déficit immunitaire comme invariable. Alors, 2 mots sur la biologie. Ça, c'est des choses qui sont importantes, qu'il faut que vous compreniez, parce que j'espère que dans les années qui viennent, vous allez pouvoir utiliser ces marqueurs-là pour classer vos patients. C'est très important, ça donne des éléments d'orientation, et puis ça authentifie votre diagnostic de déficit immunitaire. Les 2 barres rouges, c'est ce qui se passe à l'intérieur du sang. Les lymphocytes B, ils sont produits de façon quotidienne par la moelle osseuse et ils vont sortir sous forme de lymphocytes B naïfs. Ils ont à leur surface une IgM et une IgD et ils ne portent pas le marqueur CD27 qui est un marqueur mémoire pour les T et pour les B. Ils ont vocation à aller dans les organes lymphoïdes et dans les centres germinatifs au sein des organes lymphoïdes où ils vont subir 2 événements majeurs. Premièrement, l'acquisition de mutations somatiques, c'est ce qui va permettre
au BCR, hein, à l'anticorps de surface des lymphocytes B, d'acquérir des mutations pour s'adapter le mieux possible à l'antigène qui est présenté. Et puis deuxièmement, la partie constante du BCR, de l'immunoglobuline de surface, va changer en fonction de l'environnement cytokinique et de l'antigène présenté pour se transformer et transforme l'IgM en IgG ou en IgA ou en IgE selon l'antigène présenté et l'environnement. Une fois que le lymphocyte B est passé dans le centre germinatif, il a deux possibilités. Soit il va devenir un plasmablast, donc un plasmocyte un peu immature, puis un plasmocyte mature qui va retourner dans la moelle pour produire des anticorps, en particulier des anticorps à longue durée de vie. Il y a des plasmocytes qui vivent pendant plusieurs dizaines d'années dans la moelle osseuse. Et puis l'autre solution, c'est qu'ils recirculent sous forme de cellules qu'on appelle mémoire switchées. Elles ont perdu leur IgM de membrane et acquis le marqueur mémoire CD27. Donc si on regarde dans un sang périphérique d'un individu normal, il y a à peu près 60% de cellules naïves, 20% de cellules mémoire switchées, et puis une population au milieu qu'on appelle des cellules de la zone marginale qui portent l'IgM, donc une immunoglobuline qui est caractéristique des naïves, mais aussi le marqueur CD27 qui est plutôt caractéristique des mémoires. Et en fait, cette population-là qui est IgM+, CD27+, elle a une caractéristique supplémentaire, c'est que l'IgM est un peu muté en surface, moins que l'IgG des mémoires switchées, mais plus que l'IgM des cellules naïves qui n'est pas du tout muté. Et ces cellules-là qui sont IgM+, IgD+, CD27+, viennent de la zone marginale de la rate et sont en grande partie responsables de la réponse très précoce antipolysaccharidique, donc contre le pneumocoque. C'est ce qui explique que quand vous n'avez plus de rate, que vous avez eu des rayons ou vous avez été opéré de la rate, eh bien vous avez une réponse contre le pneumocoque qui est de médiocre qualité parce que cette population-là n'est pas fonctionnelle. Alors chez les patients qui ont un déficit immunitaire commun variable, eh bien, il y a une très grosse majorité des patients qui ont une augmentation importante de la population naïve, CD27 moins IgD+. La plupart des patients ont moins de 5%, qui ont une écrasante majorité de naïfs, vous voyez, qui sont là. Et ça, c'est connu depuis les années 2000. Le marqueur CD27, je crois qu'il a été décrit en 1999, donc très rapidement, les équipes qui s'intéressaient au DICV se sont rendues compte que c'était une population qui était très anormale chez ces patients-là, chez à peu près entre 60 et 70% des patients suivis pour un DICV. Ça va, bon, on va aller un peu vite sur cette plaque, mais ça va avec ce déficit en mutation somatique qui est figuré ici. Au milieu, le sang de cordon, donc chez un nouveau-né, il n'y a pas du tout d'immunoglobuline mutée à la surface des lymphocytes B. À gauche, des contrôles, il y a à peu près un peu moins de 50% de la fraction des immunoglobulines en surface qui a des mutations somatiques. Et à droite, le déficit commun variable, vous voyez, il y a une population qui est très étalée. Mais en médiane, il y a une grande partie des patients qui ont beaucoup moins de mutations somatiques que ce qu'on aurait pu attendre, ce qui corrèle avec cette population naïve qui est en très grande quantité. Pour les lymphocytes T, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que les lymphocytes T, elles ont des capacités à acquérir des marqueurs de homing et à les perdre qui va leur permettre d'aller dans les tissus. Les cellules T naïves, elles sont caractérisées par deux marqueurs importants, CD45RA et CCR7. Ces cellules-là, une fois qu'elles auront rencontré l'antigène, elles vont perdre le marqueur CD45RA et acquérir à la place le marqueur CD45RO. Et ces cellules-là, elles sont appelées centrales mémoire, elles auront pour vocation à se transformer en effectrices mémoire. Les cellules effectrices mémoire, elles perdront le CCR7 et elles seront dans les tissus. Elles sont très importantes pour développer, produire des cytokines et développer de la cytotoxicité. Donc c'est les vraies cellules qui agissent contre l'antigène. De façon terminale, elles se différencient et sont résidentes dans les tissus. En cellules différenciées terminales, elles réacquièrent le CD45. Et elles ont toujours une absence de CCR7. On va voir que c'est très important aussi pour la classification des patients qui ont un déficit immunitaire comme invariable, avec chez un certain nombre de patients une diminution très importante du pool de naïfs, donc c'est l'inverse de ce qu'on voit dans les lymphocytes B, avec une augmentation des cellules non effectrices centrales mémoire et des cellules effectrices mémoire. C'est figuré sur une diapo qui est un peu plus récente, avec des nouveaux types qui ont été montrés, des nouveaux types cellulaires T qui ont été montrés, avec les marqueurs importants, c'est surtout les deux premiers, CD45RO et CCR7. Et vous voyez que plus on est une cellule T naïve, et plus on a une prolifération importante, plus on a une capacité de renouvellement, et plus on est multipotent. Et plus on va aller vers les centrales mémoire, les transitionnelles mémoire ou les effectrices mémoire, et plus on va être dépendant de l'antigène et capable de produire des cytokines, etc., mais en perdant sa capacité d'auto-renouvellement. Donc on imagine bien que dans un organisme vivant, plus le temps va aller et plus on va se transformer en
des individus qui ont essentiellement des effectrices mémoire et des centrales mémoire, et un peu moins de naïves. Et il y a un certain nombre de patients qui ont des déficits immunitaires qui n'ont pratiquement plus de naïves, comme s'ils avaient une espèce de sénescence de leur système immunitaire T. La première chose qui nous a frappé dans cette cohorte de patients, c'est qu'il y avait un nombre très important d'infections inhabituelles et opportunistes, plus important que ce qu'on attendait, avec, vous le voyez, vraiment ce qu'on peut voir dans le sida, hein, de la candidase œsophagienne, de la cryptococcose, de la pneumocystose, des infections ACMV, donc ce qu'on voit dans la maladie VIH associée à un défaut de CD4, et puis des infections un peu inhabituelles, de la BCG, des varicelles sévères, du zona, de la mononucléose un peu grave, de la toxoplasmose, etc. Ça nous a permis de regarder un groupe particulier de patients. Parmi ces patients qui avaient des infections opportunistes ou qui avaient un chiffre de CD4 qui était un peu bas. On a essayé de regarder parmi ces patients-là s'il n'y avait pas des caractéristiques particulières, phénotypiques. En fait, dans ce groupe de patients, qui donc comprend 28 individus, il y a plus de consanguinité, on trouve plus souvent du granulome, il y a plus souvent de maladies digestives, il y a plus souvent de grosses rates et malheureusement plus souvent de lymphome qui est souvent grave parce que c'est des maladies qui sont difficiles à traiter chez les patients qui ont des déficits communs variables. En revanche, c'est la même chose pour l'âge de début, les immunoglobulines diagnostiques, le type de maladie infectieuse et l'auto-immunité. Ces patients-là qui ont un Lockheed ont plusieurs caractéristiques phénotypiques faciles à identifier. Premièrement, ils ont une diminution importante des CD19, vous le voyez sur la plaque de droite. À gauche, les DICV tout venant, à droite, le Lockheed, avec une diminution autour de 50 en moyenne, voire 40 de lymphocytes B, alors que les DICV tout venant sont plutôt autour de 100. Et il y a une diminution également importante des lymphocytes T, qui était en fait un peu attendue, puisque c'est par là qu'on a réussi à obtenir les patients. Quand on regarde un peu plus précisément avec les marqueurs dont on vient de parler, les phénotypages lymphocytaires T, vous voyez sur la plaque de droite les cellules qui sont CD45RA, CCR7+, donc les cellules naïves, sont complètement écrasées dans le groupe Lockheed, là, en très très faible quantité, et c'est une des caractéristiques de ce groupe-là. C'est important parce que quand on regarde une courbe de survie sur 7 ans, les patients qui ont un phénotype de Lockheed par rapport aux patients qui ont un DICV sans phénotype de Lockheed, vous voyez, il y a une différence de survie qui est de 40%, ce qui est énorme, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est beaucoup plus grave que le DICV classique avec seulement des infections. Donc c'est une maladie, un sous-groupe de maladies un peu distinct du DICV, en tout cas qu'on peut isoler, avec plus de consanguinité, une consommation d'antibiotiques qui est plus importante, des hospitalisations plus fréquentes, et une diminution des lymphocytes B et CD4 naïfs qui est probablement sous-tendue par un défaut génétique. 2 mots sur l'hyperplasie nodulaire régénérative, qui est une maladie très grave au cours du DICV. Nous, les patients qu'on a perdus ces dernières années, ils sont morts du foie. C'est une vasculopathie intrahépatique qui ressemble à une cirrhose, sauf qu'il n'y a pas de fibrose. Il y a des nodules caractéristiques qui écrasent les espaces portes et qui sont responsables d'hypertension portale. C'est une cause d'hypertension portale non cirrhotique. Il y a une étude très bien faite qui a été publiée en 2013 sur une quinzaine de patients qui rendaient compte de 5% d'une cohorte de DICV américaine, qui est intéressante parce qu'elle dit qu'il y a beaucoup d'auto-immunité dans ce groupe, il y a de l'entéropathie dans à peu près un tiers des cas, il y a de l'hypertension portale prouvée, une association à une hypertension artérielle pulmonaire, donc un syndrome hépatopulmonaire, des patients qui ont une grosse rate, et parfois un gros foie, ce qui est inhabituel pour l'hypertension, pour l'hyperplasie nodulaire régénérative. Donc c'est une maladie un peu distincte de la chaîne classique, d'autant qu'il y a en histologie des tableaux très spéciaux, avec en particulier ce groupe 3, qui est une maladie dans laquelle il y a non seulement de la chaîne mais beaucoup d'infiltrats lymphoïdes, et que cette maladie progresse rapidement vers de l'insuffisance hépatocellulaire, et justifie probablement d'un traitement immunosuppresseur rapide et agressif. Alors, dans les étiologies génétiques, on va y venir. Attention, un DICV peut cacher un déficit immunitaire humoral, héréditaire, et en particulier, il ne faut pas oublier que quand vous voyez un patient qui a un tableau de déficit immunitaire comme un variable sans lymphocyte B, si c'est un garçon, ça peut être un bruton qui n'a pas été diagnostiqué dans l'enfance, soit parce que la mutation est un peu atténuée et qu'il reste quelques dixièmes de pourcentage de lymphocyte B, soit parce qu'il a été épargné, parce qu'il y a des maladies qui sont un peu moins graves que les autres. Ça peut être aussi ces maladies dans lesquelles il y a une susceptibilité à l'EBV, donc les défauts qu'on voit dans la lymphoprolifération liée à l'X, les défauts de SAP ou de XIAP, qui sont particuliers parce que dans les défauts XIAP, en tout cas, il y a une association au
Mickey et puis une grosse rate. Et puis enfin, ça peut être des syndromes d'hyper-IgM qu'on diagnostique habituellement dans l'enfance, mais on peut diagnostiquer des défauts d'AID tardivement devant un tableau qui ressemble à un DICV. Deux mots sur l'absence de lymphocyte B au cours du DICV. 10% des patients de la cohorte n'ont pas de lymphocyte B ou très très peu de lymphocyte B, c'est-à-dire moins de 0,5%. Donc il faut se rappeler que le bruton peut se présenter comme un DICV et relativement tardivement, et que le bruton il est d'autant moins grave qu'il reste quelques 0,1 ou 0,2% de B résiduels. C'est des patients qui peuvent se présenter avec un taux d'immunoglobuline pas normal, mais un déficit en sous-classe par exemple. Ça peut, parfois on a 2 ou 3 patients qui se sont présentés avec un déficit en sous-classe et qui avaient en fait un bruton. C'est très important de faire le diagnostic parce que ça permet de faire du dépistage précoce, du conseil génétique, etc. Dans les gènes qui ont été décrits comme malades dans les dernières années avec les premières étiologies de déficit immunitaire, il y a ICOS qui est le premier, qui date de 2004, qui a été complété par un papier japonais très bien fait de 2009, qui a montré ICOS, c'est une molécule co-stimulatrice de lymphocyte T, qui est très importante pour la coopération entre le lymphocyte T et le lymphocyte B. Et chez ces patients-là, il y a un profond défaut de lymphocyte B mémoire, comme on voit dans les DICV, mais avec un déficit immunitaire qui est pratiquement exclusivement bactérien. Il y a un défaut profond de la population T mémoire, c'est un peu ce que j'ai dit en miroir, c'est-à-dire que nos malades très graves, ils ont beaucoup de T mémoire, eux ils ont très peu de T mémoire. Et puis un défaut de cellules régulatrices, T régulatrices FOXP3, qui d'ailleurs, les Japonais l'avaient montré, expriment très peu ces TLA4, on va voir pourquoi c'est important. Et puis un défaut de production de cytokines par ces cellules T qui sont donc difficilement activables. Alors là, j'ai résumé un peu sur une plaque tout ce qu'on peut trouver d'anormal dans un lymphocyte B qui peut conduire à un tableau de déficit immunitaire comme invariable de diagnostic précoce ou moins précoce, parce qu'on peut faire des diagnostics à l'âge adulte. Tout ce qui est en jaune peut être muté. On s'arrête 2 minutes sur les étiologies qui donnent des A-gamma-globulinémie, défaut de BTK là que vous voyez au milieu, défaut de lambda 5, de CMU, IG-alpha, IG-bêta. Tout ça, c'est des maladies qui sont autosomiques récessives, donc habituellement les parents sont consanguins. BTK, c'est lié à l'X, donc il s'agit de garçons. BLNK, c'est également récessif et ça ressemble beaucoup aux défauts de BTK. Donc ça, toutes ces maladies qui sont plutôt sur la gauche donnent des défauts de production d'anticorps habituellement précoces avec une absence de lymphocyte B circulant ou très très peu de lymphocyte B circulant. Mais il faut se rappeler qu'on peut faire le diagnostic plus tardivement. Et puis à droite, c'est les défauts qui sont associés au complexe CD19. Donc CD19, c'est une molécule très importante du lymphocyte B, hein, c'est un des moyens de marquer le lymphocyte B qui est toujours sur tous les lymphocytes B, et quand elle n'est pas là, ça donne un déficit immunitaire qui ressemble au déficit commun variable, qui est particulier parce qu'il donne pratiquement un tableau infectieux seul. On a décrit secondairement des défauts de CD21, CD81, CD20 qui donnent des tableaux où il manque donc ces marqueurs à la surface des lymphocytes B, et les lymphocytes B ne sont pas capables de produire à leur stade terminal de différenciation, c'est-à-dire au moment où ils se transforment en plasmocytes, de façon correcte des immunoglobulines. Donc ça, on continue à découvrir des patients qui ont ces maladies-là. C'est des maladies qui sont relativement rares. 2 mots sur les défauts hétérozygotes d'Icaros qui ont été décrits cette année, donc c'est pour ça que je voulais vous les remontrer. Il s'agit de grandes familles avec une transmission autosomique dominante. Vous voyez, tous les atteints sont en noir, donc il y a des atteints à toutes les générations, ce qui suggère la transmission d'une mutation à l'état hétérozygote. Et effectivement, il y a des défauts d'Icaros, qui est une molécule très importante pour la survie du lymphocyte B. Vous voyez, l'âge de début va progressivement avec les derniers individus symptomatiques à l'âge de 30 ans. Donc c'est vraiment le même type de courbe d'apparition des symptômes qu'au cours du DICV. Et c'est caractérisé par un défaut, par des infections, en particulier à pneumocoque, qui sont très vulnérables aux pneumocoques, ces patients. Une perte progressive des lymphocytes B et un défaut de réponse vaccinale. Il y a très peu d'anomalités, et de façon intéressante pour les médecins qui s'intéressent à l'hématologie, Icaros, c'est une molécule qu'on sait muter dans certaines LALB, et 2 de ces patients ont développé une LALB. 2 sur 29, c'est un chiffre très important. Donc c'est une maladie qu'on peut également découvrir, autosomique dominante, donc il y a des atteints à toutes les générations. Alors les techniques modernes ont permis d'avancer beaucoup plus vite, et en fait on peut utiliser plusieurs façons différentes
pour ces techniques modernes. D'abord, on peut chercher des patients homogènes. Par exemple, on se dit, on va regarder dans la cohorte défi les patients qui sont maghrébins et on va faire un exome sur chacun de ces patients, qu'ils aient ou non des apparentés malades, pour regarder s'ils n'ont pas tous le même gène muté. Mais on peut aussi regarder tous les patients qui ont du granulome identifié, et puis on peut prendre des patients qui ont un défaut profond de CD4 naïfs, comme ceux qui sont dans le groupe des low-kids. On peut aussi utiliser l'exome dans des familles multiplexes en disant tous les patients qui sont malades ont un gène de susceptibilité et ceux qui ne sont pas malades ne l'ont pas. Ça suggère que la pénétrance de la maladie est complète, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis on peut aussi se dire, ce patient-là, il ressemble à un DICV, mais il est vraiment à côté, parce qu'il y a telle et telle manifestation supplémentaire, il y a de la morphologie, il y a une dysmorphie, etc. Et donc peut-être que c'est intéressant de faire un exome sur l'ADN pour chercher un nouveau gène. Alors c'est comme ça qu'on a trouvé des mutations du complexe de la PI3 kinase. PI3 kinase, c'est la petite molécule qui est verte là au milieu, qui est très importante parce qu'en fait, elle est au centre de la machinerie de prolifération d'un certain nombre de cellules, mais en particulier, certaines des sous-unités sont spécifiques aux leucocytes. Alors en fait, vous le voyez, un très grand nombre de récepteurs à la surface du lymphocyte B aboutissent à l'activation de la PI3 kinase. CD19, le BCR, donc l'immunoglobuline de surface, qui est cornaqué comme d'habitude par l'IG-alpha et l'IG-bêta, l'IL4 récepteur, le CD40, le TLR4, le FC gamma R2, etc. Toutes ces molécules, après avoir activé une molécule intracellulaire qui sera phosphorylée, vont aboutir à l'activation de PI3 kinase, la production de PIP3 et puis secondairement l'activation de cette voie qui est très importante, la voie AKT, qui permet la prolifération et la différenciation d'un certain nombre de facteurs de transcription importants, qui va faire de la différenciation, qui va inhiber l'apoptose, qui va faire entrer les cellules en cycle et les faire grandir, donc permettre leur prolifération. Donc c'est une molécule extrêmement importante. On a trouvé deux types de mutations un peu différentes du complexe de la PI3 kinase. Premièrement, des mutations de P110 delta, qui est une des sous-unités. Vous voyez les sous-unités gamma, alpha, bêta, delta, qui est principalement leucocytaire. Et puis on a trouvé des mutations de P85 alpha, qui est de la sous-unité régulatrice, qui, si elle ne marche pas bien, ne permet pas d'inhiber P110 delta, donc fait à peu près le même travail qu'une mutation de P110 delta. C'est des mutations qui sont hétérozygotes, donc les patients qui ont des parents consanguins peuvent avoir ces mutations, mais on peut aussi avoir des mutations de novo et puis des familles dans lesquelles on ne trouve pas d'autres malades que ceux que vous êtes en train de voir. Et puis un petit mot pour dire que cette sous-unité P85 alpha, en fait, quand elle est absente complètement de la circulation, ça donne aussi une alymphocytose B. C'est un très beau papier qui avait été écrit par Marilyn Conley, maintenant 2 ou 3 ans, qui donne, c'est une autre cause d'agamma-globulinémie avec alymphocytose B. Donc cette PI3 kinase, en fait, elle est donc ici et elle va activer AKT. Et AKT, vous savez qu'un des éléments très importants pour la régulation d'AKT, c'est mTOR. Et pourquoi c'est important de savoir que vos malades sont mutés dans PI3 kinase? Parce que vous pouvez utiliser des inhibiteurs de mTOR. Tous ces immunosuppresseurs qui sont utilisés pendant la greffe, le sirolimus, etc., peuvent être utilisés chez les patients qui ont une activation constitutive de la voie PI3 kinase qui contribue à l'activation constitutive d'AKT et qui donc peuvent être inhibés par des inhibiteurs de mTORC1 ou mTORC2. Donc c'est très important de faire ces diagnostics. Et si on pense qu'il y a ce diagnostic-là et qu'on n'arrive pas à le démontrer génétiquement, on peut utiliser des inhibiteurs de mTOR chez des patients qui sont très prolifératifs, parce que même en l'absence de certitude, c'est des médicaments qui peuvent être très intéressants. Si on regarde un peu ce qu'on sait sur ces patients-là pour avoir une idée un peu plus globale du phénotype clinique, pardon. À gauche, c'est les 2 premières descriptions en 2013. Et puis vous voyez, cette année, il est déjà sorti une grande série, donc 53 patients. Ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des patients ont des infections, et principalement des infections bactériennes, et principalement des infections à pneumocoque. Ils ont assez peu d'infections atypiques. Ils ont le plus souvent une grosse rate. Nous, dans notre cohorte, on est autour de 35% de grosses rates. Là, vous voyez, il y a 30 sur 53, donc ça fait 60% de grosses rates. Des cytopénies auto-immunes. Et puis, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont très souvent une circulation dans le sang de BV et de CMV. Donc, ils ont un contrôle des infections virales à herpès virus qui est très médiocre. Il y a un défaut de production d'anticorps
qui est souvent présent, mais un peu inconstant. Et certains patients n'ont qu'un déficit en IgG2. Mais vous imaginez bien que s'il y a pratiquement 100% d'infection, c'est que ces immunoglobulines, elles ne marchent pas bien si elles sont présentes en quantité normale. Donc c'est souvent des malades qu'on substitue quand même si les immunos sont normales. Une des choses intéressantes aussi, c'est que ces malades n'ont jamais de défaut d'IgM. D'accord ? Dans le DICV, il y a un malade sur 5 qui n'a pas d'IgM du tout et la plupart ont très peu d'IgM. Dans les défauts PI3 kinase delta, les malades ont toujours des IgM normales ou élevées. Donc ça peut presque se présenter comme des syndromes d'hyper-IgM, ce d'autant que les enfants que les individus sont jeunes. Il y a une augmentation des cellules qui sont CCR7-, qui sont effectrices mémoire, donc une augmentation des mémoires très importante chez ces patients-là, un défaut de cellules mémoire switchées et des sérologies pneumocoques qui sont très médiocres, et un grand nombre de lymphomes, vous le voyez, 7 sur 53, ça fait à peu près 15%, ce qui est important puisque nous on est à peu près à 6% de patients. Donc, si on résume, début précoce, des infections pulmonaires constantes et malheureusement déjà 60% de dilatation des bronches, donc une maladie grave et qui va engager le pronostic pulmonaire rapidement. C'est souvent associé à un tableau de KID avec des candidats, des verrues, de la cryptosporidie et éventuellement de l'adénovirus. Et il y a un patient sur 4 qui a de la diarrhée chronique. Histologiquement, ces patients, ils ont un tableau très particulier d'absence de zone du manteau avec un infiltrat par CCD8 qu'on a décrit tout à l'heure, qui sont épuisés, qui sont en fin de travail et qui sont CD57+. L'autre chose particulière, c'est que la plupart des patients portent cette mutation E1021K. Donc même si vous n'arrivez pas à faire tout le séquençage de cette protéine, je pense que ça vaut le coup de cibler pour certains patients la seule mutation qui est le plus fréquemment connue. Donc la sous-unité régulatrice PI3 kinase P85-alpha qui est codée pour PIK3R1, qui est codée par PIK3R1, elle donne un tableau qui est extrêmement proche. Vous voyez sur la droite, sur la gauche les deux premières descriptions, et puis sur la droite la première série qui rapportait 35 patients. 24% de maladies du tube digestif, 100% d'infections des voies aériennes supérieures, un grand nombre de splénomégalies, des cytopénies auto-immunes, de la même façon une réplication EBV et CMV, une diminution des IgG, des IgM qui sont normales ou augmentées de façon un peu moins constante que pour la PI3 kinase delta, une diminution de la population naïve CD8+, dans 100% des cas, et puis une lymphopénie B globale, pratiquement dans 9 cas sur 10, avec un très grand nombre de patients qui vont développer un lymphome, un peu moins d'un tiers, ce qui est absolument énorme pour nos cohortes, on ne voit pas autant que ça. Alors ces patients-là, ils peuvent aussi se présenter avec ces anomalies morphologiques ici, qui ont été décrites par des équipes d'endocrinos, avec ce syndrome qui s'appelle le short syndrome, qui est aussi lié à des mutations hétérozygotes de PI3 kinase R1, et qui ont ces caractéristiques avec une micro-rétrognathie, un nez qui est très bas inséré, et puis une distance de la lèvre supérieure qui est fine, des yeux qui sont très ronds, un peu comme des poupées, comme on voit sur ce petit garçon en bas à droite, et des patients qui ont vraiment un aspect dysmorphique qui ne ressemble pas à leurs parents. Il y a un déficit immunitaire avec de la lymphoprolifération EBV, et ces patients ont très souvent un retard de croissance, parfois intra-utérin, mais parfois aussi post-natal. Donc ces patients qui ont ce défaut de P85-alpha hétérozygote, ils ont parfois des associations à ces anomalies morphologiques dont on a parlé. Les conséquences thérapeutiques sont énormes, ça permet de dépister et de monitorer, dépister les patients quand ils sont diagnostiqués, et puis monitorer la charge virale EBV et CMV chez nos patients. On peut utiliser des inhibiteurs de mTOR, la rapamune, et puis tous les autres inhibiteurs qui sont utilisés dans la greffe. Et puis on peut même utiliser, alors je ne sais pas si c'est déjà disponible au Maroc, les inhibiteurs de la P110 delta qui sont utilisés en hématologie, l'idélalisib, qui permettrait probablement de calmer l'activation constitutive de la voie PI3 kinase delta. Enfin, les derniers défauts qui ont été décrits, c'est les défauts d'expression de CTLA4 que j'ai rassemblés dans deux maladies qui sont assez proches. Premièrement, des défauts d'expression de CTLA4 qui sont liés à une mutation du gène qui code pour CTLA4. Et deuxièmement, des défauts d'une petite molécule qui est ici figurée en marron, LRBA, qui est une molécule qui est indispensable pour le recyclage de CTLA4. C'est-à-dire que si elle n'est pas présente, CTLA4 n'est pas suffisamment recyclé, et donc on arrive à un défaut d'expression de CTLA4 un peu fonctionnel par un défaut de recyclage. Qu'est-ce que ça donne comme symptômes? Des infections toujours, beaucoup de lymphoprolifération, beaucoup de cytopénie auto-immune, beaucoup d'entéropathie, de la prolifération EBV et CMV comme on a vu dans les PI3 kinases,
une diminution d'immunoglobulines pratiquement constante, une diminution des cellules T CD4 naïves et une augmentation des cellules T CD8 CD57 qui sont épuisées et incapables de répondre correctement aux antigènes. La particularité, vous le voyez en haut, c'est que dans ces cohortes-là, il y a des patients asymptomatiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous ne trouvez pas d'individu dans la fratrie ou dans les parents qui a le même phénotype que ça n'est pas ça. Il faut y penser parce que c'est une pénétrance variable. Bon, ça je vais passer là-dessus parce que sinon on va passer trop de temps. Une des choses importantes pour ces patients-là, c'est que la batacept, c'est une molécule qui permet de mimer le travail de CTLA4 en face de son ligand CD80, CD86, qui est utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde ou en prévention du rejet de greffe. Et cette molécule permet d'être une sorte de leurre et donc de refaire une régulation correcte entre la cellule présentatrice d'antigènes et le lymphocyte T, en particulier le lymphocyte T régulateur. Donc c'est des médicaments qui font qui améliorent beaucoup la condition de ces patients et qui permettraient peut-être de diminuer l'incidence des lymphomes chez ces patients-là. Donc si on redistribue un peu en fonction du tableau qu'on a vu tout à l'heure la génétique de ces patients-là, eh bien les infections c'est relativement constant, donc ça ne permettra pas de faire de diagnostic génétique présomptif. En revanche, vous avez vu CTLA4 et LRBA donnent très souvent des entéropathies et de la lymphoprolifération. Les lymphomes, c'est beaucoup PI3 kinase delta et PI3 kinase R1, de même que les anomalies du développement. Et puis, j'aurais pas le temps de détailler, mais il y a des mutations hétérozygotes qui activent STAT3 de façon constitutive, qui donnent des syndromes un peu auto-inflammatoires, et on arrive là, avec des défauts de production d'anticorps, on arrive là à la liaison de l'auto-inflammation avec le déficit immunitaire, qui est, je pense, des diagnostics qui vont être très importants à faire dans les années qui viennent. Venons-en aux 10 commandements. Alors, pour les internistes, mais un peu pour tout le monde, je crois qu'une des choses majeures, c'est de faire un interrogatoire qui va être de très bonne qualité. J'ai séparé en données cliniques, données immunologiques et éléments de traitement. La première chose, c'est l'épidémiologie. Consanguinité, oui, non. Vous avez vu que c'est un élément dont on ne peut pas se passer. Il faut faire un arbre généalogique, d'abord parce que ça va plus vite pour faire les antécédents, puis ça permet de dépister des enfants décédés et puis des maladies qui sont liées à l'X, avec seulement des garçons malades reliés par les femmes, et d'avoir une idée sur l'âge de début, enfant ou adulte, du déficit immunitaire. Deuxièmement, clinique, quel type d'infection? Premièrement, des infections bactériennes isolées, en particulier du pneumocoque. Attention, ça peut être un déficit immunitaire comme invariable, mais ça peut aussi être un défaut des fractions terminales du complément, une absence de rate fonctionnelle ou une absence de rate tout court, une maladie AVIH, etc. Donc, faire un diagnostic à l'occasion d'une pneumonie à pneumocoque, d'un déficit immunitaire, il faut y penser quand vous voyez une pneumonie à pneumocoque, même la première. Et il faut se demander s'il n'y a pas eu des antécédents qui vous font évoquer la possibilité d'un déficit immunitaire, donc déficit en complément, parce que c'est la deuxième ou la troisième, ou maladie VIH, ou déficit immunitaire comme invariable. Ce qui va être important, c'est de chercher de la dilatation des bronches. Pourquoi? Parce que c'est des patients qui vont, en fait, dont le pronostic sera souvent à l'état pulmonaire. Deuxièmement, dans la clinique, les infections virales sont importantes. Donc le phénotype plutôt loquide avec des infections inhabituelles, mais il faut aussi penser au VIH. Et puis la présence de BV ou de CMV circulant chez ces patients-là. Et enfin des infections parasitaires, on va en parler un peu tout à l'heure quand on parlera du tube digestif, avec des infections à Giardia, qui est caractéristique des défauts de production, des défauts complets d'IgA, et la cryptosporidie, dans laquelle il faut aussi penser au VIH. Troisièmement, l'infoprolifération et auto-immunité. Chez ces patients, il faut d'emblée chercher une splénomégalie, des adénopathies, des anomalies pulmonaires, des anomalies digestives, des anomalies cutanées qui font penser qu'il y a de la lymphoprolifération, trop de cellules lymphoïdes, pas bien rangées dans un ganglion qui est mal organisé. Attention, toute sarcoïdose avec une hypogammaglobulinémie doit être considérée comme un DICV, en tout cas doit faire évoquer le diagnostic. Quand on a une sarcoïdose, on a une hypergammaglobulinémie et pas d'hypogammaglobulinémie. Attention aux cytopénies auto-immunes, au diabète de début précoce, aux vitiligo, aux entéropathies qui sont étiquetées auto-immunes pendant l'enfance, et puis aux troubles digestifs en général, qui soient reliés à de l'infection ou à de l'atrophie villositaire, on va en reparler un peu tout à l'heure. Quatrièmement, anomalie développementale, retard de croissance intra-utérin et retard de croissance postnatale, retard des acquisitions et troubles cognitifs, et puis ces anomalies qu'on a vues tout à l'heure sur ces photos doivent faire évoquer la possibilité d'un défaut de PIK3R1.
Cinquièmement, bilan morphologique. Un patient qui est suspect de déficit immunitaire doit avoir une radio pulmonaire et si possible un scanner thoracique. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de regarder s'il y a de la dilatation des bronches, de la lymphoprolifération, des gros ganglions, de la maladie pulmonaire proliférative, granulomateuse ou d'hyperplasie folliculaire, mais aussi un thymome. Rappelez-vous, c'est un des diagnostics différentiels, donc plus le patient est âgé, plus il y a un intérêt à regarder s'il y a un thymome chez ces patients-là. Et enfin, il doit avoir une échographie abdominale pour mesurer au début du diagnostic la rate et le foie, et surtout pour rechercher de l'hypertension portale, la gravité actuelle des patients qui ont un DICV. C'est les lymphomes pour ceux qui sont identifiés pour être déficients dans la voie PI3 kinase, et puis l'hypertension portale avec les tableaux de cirrhose qui peuvent emporter les patients. Sixièmement, la biologie. Donc, l'électrophorèse des protides, pour moi, doit être un élément indispensable parce qu'elle vous permet de savoir aussi combien votre patient a d'albumine. Ça va vous permettre de différencier les entéropathies exudatives, les syndromes néphrotiques, ou en tout cas de penser à cette étiologie. Il faut faire un dosage d'IgG A et M, parce que des fois, on a des surprises. On peut avoir une électrophorèse pratiquement normale, pas d'IgG, pas d'IgA et que des IgM. Ça, c'est ce qu'on peut voir dans les tableaux d'AID qui sont tardifs. Ça existe. Et puis, si les IgG sont normales ou subnormales, il faut essayer d'aller jusqu'aux sous-classes parce qu'on peut trouver un défaut profond d'IgG2 et d'IgG4. Pour moi, c'est l'équivalent de DICV, donc c'est très important de faire ces diagnostics. On fait un phénotypage BT, au moins pour savoir s'il n'y a pas une diminution importante de la population B circulante, ou T circulante, ou TCD4 circulante, ce qui va permettre d'orienter un peu le diagnostic et puis de discuter de prophylaxie importante pour ces patients. Il faudra que vous arriviez à faire un phénotypage lymphocytaire CD27 et IgD pour pouvoir séparer les B naïfs et les B mémoires, ça me paraît très important. Et pour les T naïfs mémoire réactivés, il n'y a pas forcément besoin de grand-chose, mais je pense qu'il faudrait faire CD45RA, CCR7 et l'activation avec le HLA-DR que vous devez déjà faire puisque vous faites les diagnostics de déficit en HLA de classe 2. Donc ça doit être possible. Et enfin, si c'est envisageable et fiable, il faut faire les réponses vaccinales parce que ça reste le meilleur test in vitro pour diagnostiquer les défauts de production d'anticorps fonctionnels. Septième commandement, il ne faut pas oublier tout ce qui peut être associé. Donc on a fait toute l'infection, mais il y a aussi l'auto-immunité et le tube digestif. Il faut faire un test de Coombs à ces patients, des facteurs antinucléaires et les anticorps antithyroïdiens. Il faut rechercher une malabsorption parce que ça vous emmènera aussi vers la possibilité d'une maladie de Birmer, etc. Et puis, quand il y a de la diarrhée, il faut faire des examens à la recherche de virus, de parasites et de bactéries pour essayer de traiter au mieux les patients. Et des endoscopies, on va voir si c'est intéressant tout à l'heure. Dans la biologie, les autres choses importantes, c'est donc les virus, on l'a dit. Il faut faire les sérologies des virus classiques, parce que c'est important de savoir si vos patients ont rencontré CMV, EBV, mais aussi l'hépatite B, l'HCV, et éventuellement le VIH si vous n'avez pas encore fait toute la progression de votre déficit immunitaire. Attention, ces sérologies-là, elles sont intéressantes en dehors de la substitution par immunoglobuline. Si vous faites une sérologie à un patient qui est substitué en immunoglobuline, les anticorps que vous mesurez, c'est ceux que vous leur donnez, donc ça n'a pas d'intérêt. Le plus souvent, toutes ces sérologies, en tout cas CMV et EBV, sont positives parce que dans le pool d'immunoglobuline, il y a des anticorps anti-CMV, anti-EBV. Ça ne veut pas dire que votre patient a rencontré le virus. Les PCR virales, si c'est possible, ça me paraît très important de le faire au moins une fois au cours de l'évolution de la maladie. Et puis des examens des selles, notamment pour les virus, ça peut être intéressant. Éléments de traitement. Alors les antibiotiques, ça reste le fer de lance pour moi des déficits immunitaires comme invariable. C'est des patients qui ont besoin d'antibiotiques avant la substitution quand les infections ne sont pas très graves, mais aussi pendant la substitution quand ils continuent à s'infecter malgré nos efforts. Il faut faire attention aux infections par le CMV parce qu'il y a des résistances et donc il faut essayer d'éviter les traitements préventifs. Soit on traite à pleine dose pendant un temps limité, soit on ne traite pas du tout et on reprend s'il y a besoin. Et puis les immunoglobulines polyvalentes, c'est un élément très important évidemment, par voie intraveineuse sous-cutanée si on peut. Certaines équipes ont même discuté de les donner par voie orale, en particulier une équipe anglaise pour des patients qui avaient des infections à norovirus. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure. 3 à 500 mg kg. En sachant que les patients qui ont une dilatation des bronches et une atteinte digestive consomment beaucoup plus. Alors là, il y a une ligne qu'on ne voit pas.
la régulation, elle est clinique. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui a 6 grammes de résiduel de gamma-globuline qui est bien, il faut le laisser comme ça. Mais il y a des patients qui sont à 8 grammes de résiduel avant leur perfusion et qui ne sont pas bien. Et il faut essayer d'augmenter la dose ou de rapprocher les perfusions entre elles parce que ça veut dire qu'ils sont insuffisamment substitués. Dans les antibiotiques qu'on a à notre disposition, le Bactrim reste un grand classique parce que c'est à la fois peu cher, bien toléré et extrêmement efficace, en particulier sur les germes de la sphère ORL. L'amoxicilline est un très bon traitement préventif du pneumocoque. Et l'azithromycine est intéressant quand les patients ont des dilatations des bronches parce que ça permet de diminuer la bronchorée chronique. Et enfin, dans les derniers éléments de traitement, quels immunosuppresseurs à notre disposition quand il y a beaucoup de lymphoprolifération? Les corticoïdes, ça reste un élément majeur du traitement des patients qui ont un déficit immunitaire commun variable, soit par voie orale avec un traitement seulement du tube digestif, en particulier avec le budesonide, soit la prednisone. Il faut faire attention parce que c'est des malades qui sont très rapidement carencés en calcium et ostéopéniques, mais c'est un très bon médicament. Le rituximab est intéressant quand il y a beaucoup de cytopénie auto-immune, mais on aggrave en général l'hypogammaglobulinémie, donc c'est des malades qu'il faut souvent substituer une fois qu'on a débuté le rituximab. L'infliximab est intéressant comme anti-TNF quand il y a des entéropathies sévères. Les inhibiteurs de mTOR, qu'on ait ou non une activation constitutive de la voie PI3 kinase, ça reste des très bons médicaments, à la fois pour les cytopénies auto-immunes, mais aussi pour la lymphoprolifération. Et puis pour les derniers, Cellcept et Immurel, qui sont des très bons médicaments pour les cytopénies également. Le plaquenil, c'est un médicament très intéressant du granulome dans le cadre des défauts de LRBA et de CTLA4, parce qu'en fait, il permet de réaugmenter un peu la proportion de CTLA4 en surface, en réaugmentant son recyclage. Donc c'est un médicament qui coûte pas cher et qui parfois rend de grands services. Je crois qu'au bout de 2 ou 3 mois, si ça n'a pas du tout changé le phénotype de votre malade, il faut l'arrêter, mais ça vaut le coup de se donner quelques mois de traitement quand il y a beaucoup de lymphoprolifération. Et puis la batacept, qui est donc cette protéine de fusion CTLA4 qui mime le travail de CTLA4 et qui permet d'améliorer la régulation des cellules entre elles. Donc on va terminer avec cette plaque qui permet de dire que la génétique récente confirme donc l'hétérogénéité clinique. Il y a peu de diagnostics pour l'instant génétiques chez les patients qui n'ont que des infections, mais au fond, c'est les malades qui nous préoccupent le moins parce qu'ils ont une durée de vie qui est à peu près normale. Il faut essayer de faire les diagnostics le plus précoce possible pour adapter le traitement. Et puis chez les enfants, et je dis ça pour les pédiatres, mais vous le savez, dans des tableaux de kits qui sont un peu sévères, même s'il n'y a pas de diagnostic génétique, c'est des malades chez lesquels il faut discuter de l'allogreffe, parce que les quelques patients qui ont été greffés avec des défauts de LRBA ou de PI3 kinase, en général, ont très bien évolué et ont récupéré complètement, non seulement de la lymphoprolifération, mais aussi du déficit immunitaire. Donc ça, c'est les gens qui ont participé à l'étude DEFI en France avec la petite cinquantaine de centres dont on s'occupe. Voilà pour les 10 commandements et un rappel sur les déficits de l'immunité humorale. Par quoi je voulais commencer.